Alors salut à toi. Aujourd'hui, vidéo on ne peut plus importante sur la notion de la critique. Je sais pas comment j'appellerai cette vidéo, mais sûrement quelque chose du genre comprendre la critique pour mieux la vivre en tant qu'hypersensible ou atypique. Et c'est une vidéo qui est d'autant plus importante parce que quand je me balade sur les divers forums, les divers groupes Facebook, tout ça, plus de 80% des messages, et je crois que je n'abuse même pas, parlent de la notion de critique et du fait que la plupart des gens vont interpréter la critique négativement, vont la vivre négativement, et à tel point où ça devient très souvent, pour les hypersensibles, les atypiques, une chose que je considère ou qu'on pourrait appeler un fardeau. Et notamment à cause de certaines caractéristiques, comme la perception de tout ce qu'il y a en sous-texte qui va être intensifié, les différentes peurs, les différentes blessures qui, chez les hypersensibles, les hauts potentiels, etc., sont souvent exacerbées. Oui, c'est le mot que je recherchais. Le fait qu'il y a aussi parfois trop d'empathie et que cette empathie fait que l'on va ressentir les critiques d'autant plus intensément. Bref, il y a plein d'autres caractéristiques qui fait que l'hypersensible et le haut potentiel vivent cela d'autant plus intensément. Mais aujourd'hui, la vidéo, elle va être de remettre un peu l'église au milieu du village et de comprendre que derrière la critique des autres, derrière aussi ce que nous pouvons percevoir, il y a des choses à comprendre et que si on le comprend, on est beaucoup plus à même de mieux vivre la critique. Pourquoi ? Parce que on va y ajouter de la conscience. Et quand on ajoute de la conscience à quelque chose, on ajoute une capacité qui est extrêmement importante pour mieux savoir réagir, pour avoir du libre arbitre. De mon point de vue, pour ne parler que de ça, c'est très philosophique, mais je pense que le libre arbitre dépend de ce que nous avons en conscience. Et plus nous avons conscience de choses par l'éducation, par l'expérimentation, plus nous sommes en capacité d'avoir un libre arbitre, de choisir nos réactions vis-à-vis de ce qui se passe non seulement à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Mais on en reparlera sûrement dans de prochaines vidéos. Donc revenons à nos moutons maintenant. Donc commençons premièrement par le fait de comprendre qu'il existe dans les grandes lignes deux types de critiques. La première va être une critique constructive, je vais en parler un peu, et on a aussi la critique qui est dite négative. La principale chose qui change là-dedans, c'est l'intention de départ. Vous avez des personnes qui vont peut-être faire des critiques, mais leur intention était bienveillante, et parfois c'est nous qui allons mal le percevoir. Là, vous avez d'autres personnes qui vont vraiment avoir une critique qui va être négative et qui n'aura aucune intention de vous élever. Parce que la critique n'est pas nécessairement à voir comme quelque chose de mauvais, même bien souvent, la critique est quelque chose qui nous permet d'évoluer. Personnellement, à partir du moment où une critique est bienveillante, où elle répond à certaines caractéristiques que je vais donner, j'estime que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Je préfère 100 fois qu'on me critique constructivement, quitte à ce que ça fasse un peu mal à court terme, mais que ça va me permettre d'évoluer à long terme plutôt que de rien me dire. Mais ça, c'est un filtre qui est personnel. Donc, la critique constructive, comme elle porte bien son nom, c'est une critique qui va être constructive. Généralement, elle repose sur des faits tangibles et non sur l'imagination, non sur des choses très abstraites. Une critique constructive est une critique qui va répondre à non seulement peut-être dire ce qui ne va pas, mais aussi et surtout à aider la personne à se relever ou à faire mieux. Par exemple, j'ai remarqué que à telle date, tu as fait telle chose, eh ben, c'est pas idéal. Est-ce que toi, tu as des idées de comment est-ce que tu pourrais faire mieux et comment est-ce que moi, je peux t'aider à faire mieux? Ça va être une critique constructive parce qu'on aide la personne à s'élever, à faire mieux et on ne reste pas juste sur je t'accuse d'avoir fait ça, c'est mal, c'est pas bien, etc., comme le sont trop souvent les critiques. Donc, pour résumer, une critique constructive, elle est basée sur 3 ingrédients principaux. Premièrement, une notion d'aider la personne à s'améliorer et non à la baisser. La deuxième chose, c'est elle est fondée sur des faits et non des jugements, vraiment sur du tangible. Et la troisième chose, c'est qu'elle est faite à partir d'une notion de respect et de bienveillance. Même si on pointe une erreur, c'est pas grave, ça arrive, mais il faut qu'il y ait du respect et de la bienveillance. Ça va être une critique qui va peut-être être à court terme selon nos perceptions désagréables, mais qui à long terme, si on sait la réfléchir, si on sait la mettre dans un plan bien plus grand que nous, elle va nous aider à nous élever et à faire ressortir quelque chose de positif en nous. Demain, une personne
cette chaîne YouTube me met une critique qui est positive, ben c'est quelque chose qui va m'aider à m'améliorer. Peut-être que ça va me faire mal, peut-être que ça va toucher mon ego sur certains sujets, mais à long terme, ça va m'aider à m'améliorer pour ne donner qu'un exemple. Là où la critique négative, elle, comme vous avez déjà commencé à la comprendre, parce que j'en ai plus ou moins donné quelques détails, elle a pour but généralement de rabaisser la personne et elle ne cherche en aucun cas à le faire progresser. Bien au contraire, c'est généralement une critique qui cherche à vous tirer vers le bas, là où est la personne qui vous critique généralement. Ça peut être rempli d'une émotion négative, même si je pense qu'il n'y a pas forcément d'émotion négative, mais plus des façons d'incarner ces émotions. Ça peut être pour affirmer un ego, pour des jeux de pouvoir, ça marche assez bien, pour décharger certaines choses vers l'autre, au lieu d'avoir à les gérer soi-même, ce qui est généralement plus compliqué et plus laborieux pour certaines personnes. Elle a une intention de dominer, elle a une intention d'humilier, de projeter parfois certains propres malaises que l'on peut avoir. Ça va souvent être des critiques qui vont être très floues, qui ne vont pas être argumentées, et quand même vous demandez une argumentation à la personne va aller dans du déni, ou va aller dans des jeux de pouvoir, ou dans des manipulations. Généralement, c'est comme ça qu'on peut reconnaître une critique négative. Elle va être blessante, ou tout du moins, elle va n'avoir que cette fonction-là. Même si c'est inconscient chez la personne, il y a toujours une notion de blesser l'autre. C'est généralement des critiques qui vont avoir comme effet sur nous de se sentir diminué, de se sentir confus, honteux. Mais plus que ça, à la fin de cette critique, on n'en ressort pas grandi et on ne sait pas quoi améliorer. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là elle nous rend plus flou, plus confus qu'au départ, alors qu'au départ, une critique est faite pour nous aider à améliorer dans mon monde, tout du moins. Donc, le premier message de cette vidéo, c'est vous faire comprendre que il existe deux types de critiques et que toutes les critiques ne sont pas foncièrement mauvaises quand on sait les remettre dans le contexte et quand on sait savoir comprendre ce qui se cache derrière parfois une critique. La deuxième chose que je voulais illustrer aujourd'hui, c'est que j'aimerais commencer à le faire par une histoire de sagesse. Alors, je m'excuse pour mes talents de conteur, mais vous allez voir que cette histoire va donner toute la morale que je vais donner après. Il était une fois, comme d'habitude en Asie, un père et son fils qui devaient voyager pour transporter du riz 3 villages plus loin, exceptionnellement. Et ils avaient pour ce faire qu'un âne à leur disposition. Le père, qui était un vieil homme, dit « Écoute, commence à monter sur cet âne, moi je vais m'occuper de transporter la marchandise, repose-toi mon fils. » Là, il commence à traverser le premier village, et il y a tous les voisins, tout le voisinage du village qui crie « Mais quelle indignité, quel fils indigne, il ne donne pas l'opportunité à son père de se reposer, mais quel fils indigne, quel fils indigne. » Bon, là, les deux sont un peu interloqués comme ça, mais ils se disent « Écoute, pour le deuxième village, on va faire différemment. Et pour le deuxième village, moi, en tant que père âgé, je vais monter sur cet âne, je vais me reposer, toi, en tant que fils, tu vas prendre la marchandise et tu vas m'accompagner. » Traverse le deuxième village, et là, pareil. Mais quelle indignité, quel père indigne, il laisse pas son fils reposer, ils ont un âne à leur disposition pour transporter la marchandise, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Bon, là, les deux interloqués, bon, ils se disent, écoute, le troisième village, on va faire différemment. L'âne va transporter la marchandise, et nous, on va l'accompagner, on va marcher à côté. Et là, pareil, mais quelle indignité, ces humains qui font transporter les marchandises à une bête, qu'est-ce qu'ils sont indignes, en plus ils sont bêtes, le fils pourrait se reposer, le père pourrait se reposer à travers le dos de cet âne, ils font une mauvaise utilisation de cet âne, blablabla, blablabla. Bref, le bruit du monde. Là, ils arrivent à la fin de ces 3 villages et tout, et le père, il se met presque à genoux devant son fils et lui dit « Fils, aujourd'hui tu viens d'apprendre l'une des plus grandes leçons de toute ta vie. » Et là, le fils, il le regarde et lui dit « Mais père, quelle leçon est-ce que je viens d'en apprendre parce que je me sens pas grandi après ce qu'on vient de vivre. » Et le père, il lui dit « Quoi que tu fasses, peu importe comment tu le feras, il y aura toujours des gens pour te critiquer, il y aura toujours des gens pour remettre en question ce que tu vas faire. » La morale de l'histoire, en fait, je viens de vous la dire, c'est que peu importe ce que vous allez faire, peu importe comment, il y aura toujours de la critique. C'est comme ça depuis la nuit des temps, et ça sera sûrement comme ça après ma mort et après la mort de toute ma future génération, toutes mes futures générations. Et c'est quelque chose qu'on peut véritablement s'apercevoir, je pense au fur et à mesure de notre vécu, certes, mais aussi quand on navigue sur les réseaux sociaux. Alors, ça a été pour moi une très grande expérience sociale.
de naviguer sur les différents réseaux sociaux, sur différents types de contenus, certains un peu délicats, d'autres beaucoup moins. Par exemple, j'aime bien le foot. Des fois, je vais regarder des vidéos qui traitent de certains sujets à ce niveau-là. Parfois sur la philosophie, parfois sur des recettes de cuisine. Bref, je varie les types de contenus que je regarde. Bah, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une vidéo, pas un short, parfois, quand je regarde, qui n'a pas une critique qui est négative. Vraiment, et parfois vous avez des contenus, et pas forcément des contenus qui sont sujets à ça, mais des contenus où il y a 80% de critiques. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme humain. L'humain a beaucoup plus de facilité à critiquer que alors je vais le dire vulgairement, qu'à se sortir les doigts de son cul. La critique, c'est très facile, ça rabaisse l'autre. La critique négative, j'entends. La critique, c'est très facile parce que ça demande pas plus d'efforts que juste savoir ouvrir sa bouche. Et il y a certaines personnes qui en sont des spécialistes. Mais la plupart des gens qui critiquent négativement sont des gens, premièrement, qui euh, n'en font qui ne font rien de leur vie. Alors, peut-être que c'est exagéré de dire comme ça, mais j'ai toujours été étonné de voir certaines personnes critiquer certaines autres personnes et de voir que ces personnes-là qui critiquent ne sont en aucun cas un modèle pour critiquer, que ce soit positivement ou négativement. J'ai eu plein de personnes qui critiquent les gens juste parce que soit ils ont des a priori, soit ils ont des croyances, ou soit parce qu'ils sont frustrés de quelque chose, ils sont frustrés que certaines personnes se bougent. Vous avez plein de personnes qui parfois vont vous critiquer parce que vous osez bouger, vous osez passer à l'action, vous osez faire, et même mal, même si vous faites des erreurs et vous allez en faire sur le parcours, mais ils vont vous critiquer. Par exemple, je suis une personne, parfois, on a critiqué mon orthographe en français. Et je dois être sincère, il n'est pas irréprochable. C'est une atrocité, même si j'ai fait des efforts pour l'améliorer. Mais le truc, c'est que les gens qui me critiquent généralement n'ont pas conscience qu'à côté de tout ça, j'essaye d'améliorer mon orthographe régulièrement. J'ai pris un ou une professeure à un moment donné. Ça, les gens ne le voient pas. Les gens voient que le résultat final. Ensuite, vous avez plein de personnes qui, par moment, ont critiqué mon anglais. À un moment donné, j'avais un anglais qui n'était pas optimal. Soit, mais quand vous écoutez parfois ces gens parler anglais, soit ils ne le parlent pas, ou soit ils le parlent très mal. De quel droit ces gens ont droit de critiquer? Aucun. Autant une professeure ou une native anglaise qui me critique, bon, à la rigueur, ça peut se comprendre. Mais la critique, souvent, elle est faite par des gens, je vais le dire d'une manière peut-être arrogante, mais qui sont souvent dans une sphère de médiocrité et qui n'oseront jamais faire ce que vous faites, même si vous le faites mal, ou même si vous le faites imparfaitement. Oui, voilà, je crois que c'est le juste mot que je voulais trouver. Du coup, la première ou l'une des premières questions que je me pose quand une personne me critique, par exemple, ça va être de me dire, est-ce que déjà la personne en face de moi est un modèle de sa critique, ou tout du moins est un modèle du domaine dans lequel elle me critique? C'est encore une fois très propre à moi, mais aujourd'hui je n'accepte les critiques que de gens qui sont des modèles de ce qu'ils véhiculent, de ce qu'ils conseillent ou de ce qu'ils critiquent. C'est très propre à moi, et quand je parle de modèle, je parle pas d'une personne qui est parfaite, je parle d'une personne qui est plus avancée que moi. Pour ne donner qu'un exemple simple, imaginons que demain j'ai une personne qui me critique financièrement parlant. Ça peut arriver, je suis pas irréprochable là-dedans. Est-ce que vous pensez que je vais préférer la critique d'une personne qui touche peut-être 5000 euros par mois, mais qui tous les mois est à découvert, ou d'une personne qui touche un SMIC, mais qui chaque mois soit s'en sort sans découvert, soit arrive à mettre ne serait-ce que 10 euros de côté? Je vais privilégier la personne qui touche un SMIC, qui sait gérer ce SMIC-là, parce que cette personne aura une meilleure, pour moi, légitimité de me critiquer sur la sphère financière. Et c'est pareil sur tout un tas d'autres aspects. Je n'accepte aujourd'hui la critique que de personnes qui, pour moi, apparaissent comme des modèles de ce qu'ils critiquent. Et vous allez vous apercevoir quelque chose, c'est que les gens, généralement, qui sont un modèle de ce qu'ils critiquent d'une manière constructive et généralement n'ont pas une critique qui va être négative vis-à-vis des autres. C'est vraiment un truc que j'ai compris avec le temps et que j'ai aperçu de me dire que quand une personne est un modèle de quelque chose, elle est rarement dans le négatif pour être dans le négatif. La deuxième chose que je vais me poser comme question, c'est est-ce que cette personne est objective? Alors, personne n'est vraiment objective dans la vie, pas même moi, pas même le spécialiste de la pensée critique, mais est-ce que cette personne a
dans le fond, une forme d'objectivité quand elle me critique? Est-ce qu'elle a une conscience de ce qu'elle critique? Est-ce que c'est une personne qui a du bon sens quand elle me critique? La troisième question que je vais aussi régulièrement me poser quand une personne me critique, c'est, et ça fait le lien avec cette notion d'objectivité, c'est est-ce que cette personne parle plus de moi ou est-ce que cette personne parle plus d'elle-même quand il y a la critique? Faut aussi entendre d'une manière psychologique que la critique, elle est perçue en fonction de nos expériences, elle est perçue en fonction de nos valeurs et de nos blessures. Mais elle est aussi donnée en fonction de ces différentes caractéristiques. On ne va pas forcément critiquer de la même manière selon nos filtres. Par exemple, j'avais, il y a quelques vidéos de ça, une personne qui m'a mis un commentaire, il m'a dit c'est pas facile à vivre certaines choses, le monde du travail, parce que on me dit que je dois changer. Chose que j'ai connue et que beaucoup d'atypiques peuvent connaître. Est-ce que vous pensez que cette critique, elle parle de vous? Est-ce que cette critique, elle parle de la personne? Parce que il y a d'autres personnes qui vont vous dire de rester comme vous êtes, là où il y a d'autres personnes qui vont vous dire de changer. Du coup, est-ce que ça parle de vous ou est-ce que ça parle de la personne? Et c'est important à comprendre que la critique, elle repose sur ces différents filtres. Une personne ne vous critique pas vous, elle critique la version filtrée qu'elle a de vous. Une personne ne critique pas vous, elle critique la version qu'elle s'est faite de vous. C'est super important à comprendre que c'est pas vous directement qui critiquez, c'est la version qui a été faite de vous à partir des filtres d'une même personne. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que une personne qui vous critique ne critiquera jamais vous, elle va souvent critiquer ce qui est à l'intérieur d'elle, mais qu'elle projette sur vous. D'ailleurs, la projection psychologique, je pense que j'en ferai plusieurs vidéos pour l'expliquer plus en détail parce que ça peut être intéressant. Les gens, quand ils critiquent, ils vont projeter des choses qui sont à l'intérieur d'eux vers l'extérieur. Une personne qui critique une personne qui est confiante en elle et qui prend ça pour de l'arrogance, c'est souvent une personne qui, à l'intérieur d'elle-même, manque de confiance et va projeter ses croyances sur l'autre personne. Deux personnes différentes, elles peuvent soit entendre ou voir certaines choses dans leur environnement et en tirer des conclusions qui sont totalement différentes. Et à partir de ces conclusions différentes, on va avoir des comportements différents. Par exemple, si demain vous faites une erreur dans votre travail, imaginons que d'un côté, vous avez une personne qui va interpréter ça et qui va user d'une critique négative, là où une autre personne, pour le même type de comportement, la même erreur que vous allez faire, va user d'une critique positive. La critique parle beaucoup plus de la personne qui fait cette critique que de la personne qui est visée. Maintenant, la réaction de la personne qui est visée parle plus de la personne qui est visée plutôt que de la personne qui donne. Alors c'est très brouillon dit comme ça, mais je suis meilleur pour donner des exemples. J'avais dernièrement une personne qui me disait que pendant plusieurs semaines, elle avait eu une personne qui était un peu toxique dans son environnement professionnel, dans le sens où elle était tout le temps négative, racontait toujours ses problèmes. Vraiment, c'est quelque chose qui est lourd à porter pour l'environnement. Et un jour, cette personne a pris son courage à deux mains et toute bienveillance, elle lui a dit, écoute, c'est un peu lourd à porter, toutes ces choses-là que tu me racontes, je suis hypersensible, j'ai du mal à l'accepter. Au départ, cette personne-là, qui a pris cette critique-là et qui était constructive, elle l'a mal prise. Mais force est de constater que, au final, ces deux personnes sont devenues parmi les meilleurs amis que j'ai pu connaître. Tout ça pour dire que la personne aussi qui reçoit la critique, et comment elle va le recevoir, ça va aussi parler d'elle-même. C'est un peu un effet miroir. L'une des dernières choses que je voulais parler à travers cette vidéo, c'est la notion de distorsion. Alors ça fait partie des filtres, mais notre cerveau, il marche à partir de distorsions et de biais. Pour synthétiser ça et le vulgariser, une distorsion et un biais, c'est un raccourci que va prendre notre cerveau pour tirer des conclusions et pour créer des automatismes. Ça nous fait économiser beaucoup d'énergie. Parfois c'est légitime, parfois on entre vite dans des jugements et dans des critiques qui ne sont pas légitimes. Très souvent. Mais le cerveau, il va souvent déformer les faits. Il va souvent déformer les faits pour que ça colle à nos croyances. C'est ce qu'on appelle un biais que je n'ai plus en tête, pour être sincère, mais je le mettrai au montage, encore une fois, la magie. Mais une personne qui, à la fois, va vous critiquer, va projeter toutes ces distorsions-là, ces filtres, ces biais, ces raccourcis qu'elle a fait sur vous, probablement, mais aussi vous. Parfois, quand vous et moi, je suis humain, donc je réponds aussi à ces lois de la nature,
Quand on va recevoir une critique, étant donné qu'on a de l'hypersensibilité, parfois ces biais-là vont aussi être souvent amplifiés. Du coup, et ce sera l'un des derniers points que je veux traiter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la notion de besoin. Faut comprendre que la critique, chez les personnes qui critiquent négativement, ça répond à un ou plusieurs besoins. Je dis pas qu'ils sont sains, je dis pas qu'ils sont légitimés à pardonner, mais je pense que le comprendre, ça nous permet de comprendre ce qui peut se passer derrière certaines personnes qui vont avoir le jugement ou la critique facile. Donc, le premier besoin que va souvent nourrir la critique, c'est le besoin de se sentir au-dessus et de calmer un sentiment d'infériorité. Encore une fois, on est d'accord, c'est un jeu de pouvoir, un jeu d'ego, comme il y en existe beaucoup trop, mais beaucoup de personnes vont critiquer, et souvent injustement, parce qu'ils sont manipulés par leur ego et parce qu'ils ont un besoin inconscient de se sentir au-dessus. Vous comprenez naturellement bien qu'il est toujours plus facile d'ouvrir sa bouche pour tirer les gens vers le bas que de soi-même soit se bouger pour atteindre un niveau supérieur ou de se bouger pour se remettre en question. Il y a une des deux choses parmi ce que je viens de dire qui est directement plus facile et par conséquent, 90% de la population va préférer ce qui est facile à ce qui est sain. C'est comme ça depuis la nuit des temps, notre psychologie, blabla, blabla, blabla. Le deuxième besoin que nourrit la critique, c'est aussi parfois, souvent, un besoin de comprendre, ou plutôt un manque de compréhension. Peut-être que c'est de la naïveté de ma part, mais je suis intimement convaincu que la plupart des gens qui critiquent et qui jugent, c'est pas par méchanceté, mais c'est par ignorance et par bêtise. Je m'explique. Imaginons qu'on critique, qu'une personne extérieure au potentiel ou à l'hypersensibilité critique ces sphères-là. Ok, en soi. Mais la plupart du temps, cette critique va venir d'un manque de compréhension, d'un manque d'éducation sur la notion. Par conséquent, ça peut nourrir un besoin de comprendre. Quand on manque de compréhension, on va avoir le jugement facile, on va avoir la critique facile. J'ai rarement vu des gens qui comprenaient tel ou tel domaine le critiquer par la suite. Parce que la compréhension nous permet de prendre du recul, d'améliorer notre conscience et par conséquent de moins juger et de moins critiquer. Encore une fois, on s'en aperçoit assez rapidement quand on commence à faire du tri dans son entourage, quand on s'approche, quand on va naturellement vers des gens qui cherchent à vous comprendre, qui ont une empathie, qui ont une écoute, on remarque presque intrinsèquement que ces gens sont beaucoup moins dans le jugement ou dans la critique négative. Ils peuvent l'être, mais c'est beaucoup moins probant. Alors que les gens qui vont avoir la critique et le jugement facile, c'est souvent des gens qui ne cherchent pas à comprendre, ce qui est d'ailleurs un comble, mais encore une fois, les gens vont naturellement aller vers ce qui est plus facile plutôt que ce qui est sain. Il y a une autre notion dont je crois que j'ai parlé, c'est la notion de projection. Mais aussi, elle répond à un besoin de protéger l'autre ou de croire qu'on va protéger l'autre. Il y a des critiques qui sont vraiment pas malsaines et elles partent d'une super bonne intention. On va avoir plein de critiques du type tu devrais pas rester seul, autant tu vas finir aigrie, tu vas finir malheureuse. Ah mais c'est bizarre, une personne comme toi qui passe 95% de son temps seul, est-ce que t'es pas triste dans la vie? Tu veux pas d'enfant? Est-ce que tu vas pas le regretter plus tard? On pourrait aussi avoir d'autres choses du genre tu te prends trop la tête, faut lâcher un peu, ou alors tu travailles trop, faut lâcher prise. Moi, si on m'aurait dit ça, j'aurais répondu ceci, ou alors ne fais pas ceci parce que il va y arriver ceci, etc., etc. En soi, c'est un truc, quand on aime notre liberté, c'est très compliqué déjà d'adhérer à ces critiques, mais il faut aussi comprendre qu'elles ne passent pas d'un mauvais a priori. La plupart des gens, comme je l'ai dit, qui vont vous faire ce type de critique, elles parlent pas de vous. Elles parlent d'elles et elles projettent leur réaction, mais sur vous. Je vais prendre l'exemple typique de choses que j'ai vécues. J'ai, je pense, l'un des exemples typiques. Je suis une personne qui adore la solitude. Je pense que je devrais me marier avec la solitude. Et par conséquent, 95% des choses que je fais, je les fais seul et je nourris des activités qui se font en solitaire. Même, il peut m'arriver par moment d'aller au resto ou dans un bar quand j'en ai envie,
seul, juste parce que j'aime cette ambiance-là. C'est un truc assez atypique, j'aime voyager aussi seul et j'aime pas avoir des gens qui m'entourent parce que c'est compliqué pour moi à gérer. Bref, quand je raconte ça à la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas le comprendre et ils me disent ou ils me pensent être une personne triste. Je suis une personne qui parle pas beaucoup, par exemple, parfois, les gens vont me penser triste s'ils savaient à quel point je me sens au contraire bien plus heureux que peut-être eux-mêmes. Faut comprendre que ça part pas d'une mauvaise intention. Les critiques, les jugements que je reçois sur ça, mais t'es pas triste, etc., etc. Non, ça part d'une bonne intention, mais c'est juste que les gens, dans cette même situation, eux, seraient tristes. Et ils se sont projetés en moi. Et c'est un autre type de critique très courant, peut-être même l'un des plus courants, qu'il faut comprendre que parfois, et c'est souvent des critiques qu'on va recevoir de nos proches ou des gens qu'on fréquente régulièrement qui vont avoir peur pour nous, qui vont se faire du souci pour nous, ou qui ne vont pas avoir les mêmes représentations de tel ou tel concept que nous, et ils vont projeter des choses sur nous pour en rajouter un peu plus sur cette notion-là. L'un des autres mécanismes, l'un des autres besoins que nourrit la critique, et celui-là je pense que c'est le plus courant, c'est, comment dire ça, le besoin communautaire. Alors, pour le dire autrement, vous remarquerez que la critique, souvent, c'est un acte, c'est quelque chose qui va nouer des liens dans certains groupes, dans certaines communautés. Vous allez dans des groupes, dans des soirées, dans des équipes, dans des discussions. Quand une critique va dans le même sens, ça noue des liens parce que on va se trouver un combat mutuel. C'est une fonction de polarisation. Le commérage crée du lien entre les personnes. Les deux personnes, pour entrer dans le cliché, les deux vieilles personnes qui critiquent un peu tout le monde, elles vont peut-être nouer une amitié à partir de ça. Il y a quelque chose de très communautaire à partir de la critique, et même si cela est toxique. Mais quand une personne va à l'encontre de cette critique-là, justement, elle va être critiquée parce qu'elle ne pense pas comme l'ordre établi. On va dire ça ainsi. Je vais essayer de donner un exemple très synthétique. Il était une fois, il y a quelques années, j'essayais de sociabiliser, de rencontrer des groupes, tout ça, etc., etc. Et brièvement, il y avait une personne dans ce groupe qui m'avait fait un coup de pute, je peux pas le dire autrement, et en soi, j'avais tout pour la haïr et pour la démolir, sur le champ. Vous allez comprendre pourquoi ça a son importance. Mais la soirée dure, etc., etc. Et là, je me sens pas à l'aise dans ce groupe pour diverses raisons. Mais on n'en est pas encore à nos moutons. Arrive le moment où cette personne qui m'avait fait une crasse quitte le logement, etc. Et là, il y a tous ses amis, supposés amis, qui la critiquent, qui la jugent, bref, insensés. C'est des gens qui la connaissent depuis 5 ans, ils ont tout pour l'aimer, ils ont tout pour c'est leur ami, quoi, mais ils la critiquent. Et là, moi, chevalier blanc que je suis, je me suis mis un peu à la défense, alors que j'avais tout pour la démolir. Et vous comprenez bien qu'en faisant ça, je suis allé à l'encontre de l'ordre établi, à l'encontre de la critique qui a été établie. Je leur ai dit, cash, en fait, vous êtes ses amis, vous la connaissez depuis 5 ans, et vous vous permettez de la critiquer comme ça. Enfin, c'est insensé, c'est malsain. Et vraiment, je l'avais dit comme ça parce que ça m'avait choqué. Bon, vous imaginez bien que ces gens m'ont un peu critiqué. Bon, ils n'ont pas eu l'audace de le faire en face de moi, mais ils l'ont fait dans le dos parce que j'ai eu des échos. Et surtout, grande surprise, je n'ai plus jamais revu ces personnes, je n'ai plus jamais été invité. Oh là là, quelle surprise. Tout ça pour dire que la critique, quand elle va dans un sens commun, elle permet de s'intégrer d'une manière malsaine, toxique, mais c'est aussi à comprendre qu'il y a certaines personnes, elles vont avoir la critique facile parce qu'il y a une notion d'intégrer un ou plusieurs groupes, d'intégrer plusieurs croyances, etc., etc. Pour finir véritablement cette vidéo, j'aimerais finir avec cette notion qui est un bout de stoïcisme. J'en mettrai de temps en temps, étant donné que c'est une philosophie qui m'a beaucoup aidé à gérer mon intelligence émotionnelle et à gérer peut-être 80% de mes problèmes. Les stoïciens, ils ont un concept très bateau, très basique, mais incroyablement puissant. Et c'est une philosophie du détachement, ou plutôt de comprendre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Ce qui est en votre pouvoir, c'est votre réaction, c'est votre réponse, qu'elle soit mentale, émotionnelle et verbale, ou même toute forme de réponse. Mais ce qui n'est pas en votre pouvoir, c'est la bouche des autres, c'est l'avis des autres, c'est le jugement que va porter les autres sur vous.
Je sais que c'est compliqué de faire la compartimentation et je vais pas vous dire que c'est facile, ça m'a pris des années. Mais juste pour vous dire que vous ne contrôlez pas la réaction des autres. Je fais ces vidéos aujourd'hui. La seule chose qui est en mon pouvoir, c'est de faire ces vidéos du mieux que je le peux au niveau où je suis. Je ne peux pas contrôler les réactions des autres. Ça va plaire, ça va pas plaire. Bref, ça c'est plus en mon pouvoir, c'est en le vôtre. Mais ce qui va être en mon pouvoir, ça va être de gérer ma réaction face à peut-être certaines critiques que je vais recevoir. Peut-être que je vais recevoir certaines critiques négatives. Peut-être que je vais recevoir certaines critiques, certains jugements négatifs. Soit. Mais ça, c'est pas en mon pouvoir. Ça, c'est vous. Moi, j'ai pas le contrôle, je ne souhaite pas l'avoir. Comme on dit, excusez-moi du terme, c'est chacun sa merde, en fait. Moi, ma merde, après, ça va être de travailler sur moi pour gérer mes insécurités, pour gérer mes blessures, pour moins être susceptible à la critique, pour qu'elle ne me touche plus. Ça, c'est en mon pouvoir. C'est en même... Alors, c'est très personnel, mais je pense même que c'est en mon devoir de faire ce travail pour ne plus être impacté par l'extérieur ou ne plus être autant impacté par l'extérieur. C'est ma responsabilité. Donc, tout ça pour dire que votre responsabilité n'est pas de vous soucier de ce que les autres disent. Votre responsabilité est de gérer ou d'apprendre à gérer les critiques du mieux qu'elles soient positives ou négatives. Votre devoir, entre guillemets, c'est de vous éduquer, de prendre conscience de toutes ces choses, de les intégrer, de les pratiquer au quotidien. Et vous verrez que d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, tout ça va vous paraître déjà plus naturel. Et ce qui aujourd'hui paraît comme un fardeau, demain paraîtra comme un cadeau. Mais je vais faire une vidéo parce qu'après je vais m'en mêler et je vais mélanger plusieurs vidéos en même temps. Et la dernière note que je voulais ajouter, c'est lié à la justice ou à l'injustice, toujours lié à ce concept. Il y a beaucoup d'hypersensibles, d'atypiques qui voient la critique comme quelque chose d'injuste envers eux. Soit. Maintenant, laissez-moi vous poser des questions qui, généralement, quand je les pose à des gens, les impactent et leur fait prendre conscience de quelque chose qui est différent. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que vous pensez qu'il y a une notion de justice que de donner du temps, de l'attention à des gens qui n'en valent pas la peine, qui veulent, entre guillemets, votre mort, ou tout du moins qui ne veulent pas votre bien? Est-ce que vous pensez que c'est pas une très grande injustice auprès de vous-même que de donner du temps, de l'attention, des minutes de vie qui sont précieuses, parce que je pense que cette vie, on va la vivre qu'une fois, à moins qu'on me mentit. Après les autres, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais est-ce que vous pensez pas que la plus grande injustice, elle n'est pas auprès de vous? Est-ce que c'est pas injuste auprès de nous que de porter de l'intention à des gens qui n'en valent pas la tête, pas la peine, qui critiquent, qui jugent, alors que elles n'ont pas la légitimité de le faire ou elles n'ont pas la sainteté d'esprit d'avoir une critique saine? Personnellement, moi j'ai répondu à cette question, mais je vais vous laisser vous la poser à vous-même, parce que souvent la plus grande injustice, elle n'est pas les autres vis-à-vis de nous-mêmes, elle est de nous vis-à-vis de nous-mêmes, de mon point de vue. Je vous souhaite de prendre soin de vous, le like, l'abonnement, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, si vous pensez que c'est pertinent. Si vous pensez que c'est pas pertinent, vous avez tout à fait le droit. C'est en votre pouvoir et c'est en mon pouvoir de faire du meilleur contenu à l'avenir. Je vous souhaite de prendre, encore une fois, soin de vous. C'est gratuit, on en profite. On n'est pas taxé là-dessus encore en France. Donc, voilà.